Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture et je me suis rendu compte en préparant cette vidéo que ça faisait genre plus d'un mois que je vous en avais pas fait et surtout que ça fait... Enfin les premières lectures dont je vais vous parler datent d'il y a un mois donc ça m'est jamais arrivé je crois. Bah oui mon chat. Et, euh, et du coup voilà, j'espère que vous en parlez du mieux que je peux, surtout qu'il y a deux coups de cœur dans cette vidéo et que j'ai pas envie de rater mon avis dessus quoi, enfin voilà, bref. On va commencer tout de suite avec tout d'abord Khalil de Yasmina Khadra chez Pocket, donc que j'ai lu il y a plus d'un mois, voilà, c'était avant de partir, ça devait être mi-août, quelque chose comme ça. Hein. Et donc ce livre est un petit peu casse-gueule quand même de la part de l'auteur, hein. Il faut avoir quand même une sacrée paire pour pouvoir écrire ce genre de bouquin, puisque on va suivre Khalil qui est un jeune homme, au début on le retrouve, il est en voiture, pour aller au Stade de France le 13 novembre 2015 se faire exploser avec une ceinture d'explosifs. Voilà, tout simplement. Et il fait partie des, je pense qu'on peut dire kamikazes qui ont été là au Stade de France cette soirée-là. Voilà, donc on va le suivre cette soirée-là et tout ne va pas se passer comme prévu pour lui et du coup on va le suivre après le 13 novembre. Et bah, j'en ai pas un souvenir immémorable, vous voyez, je commence déjà à oublier pas mal de choses. Moi je m'attendais à ce qu'on soit vraiment dans l'endoctrinement en fait, qu'on revienne vraiment là-dessus, voir un petit peu, essayer de, pas de comprendre parce que c'est pas compréhensible, hein, mais essayer de voir un petit peu comment ils font pour endoctriner les gens. Oui mon chat, c'est des pigeons, tu les auras pas. Et au final, c'était pas tant que ça développé, j'ai pas trouvé. Ouais, je sais pas. Le livre est très court en plus, il fait à peine 200 pages. Voilà, c'est quand même un petit peu dérangeant d'être en permanence dans la tête et avec cet homme voilà, qui a ce genre de pensée, qui, je sais pas, ouais, se mettre dans la tête d'un kamikaze, c'est pas forcément quelque chose qui nous met à l'aise. Après, je pense que c'est un livre un petit peu important à lire, peut-être pour les plus jeunes, pour peut-être une lecture à faire au lycée. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. Voilà, mais je trouve que c'est peut-être pas assez développé dans le roman. Mais justement, peut-être pour une lecture pour les plus jeunes, vu qu'il est assez court, ça peut être faisable et ça peut être ouais, intéressant à ce niveau-là pour faire un peu de prévention, voilà. Donc je sais pas si je retenterai Yasmina Khadra. Si vous avez un livre de cette autrice que vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à m'en conseiller un. Voilà. Ensuite on va passer à un de mes coups de cœur du coup de cette fin d'été. J'ai peur de pas assez bien vous en parler, mais en même temps le livre est tellement encensé qu'au final il n'y a pas besoin que j'en fasse une éloge, hein, mais j'ai quand même envie de vous en parler du mieux que je peux. C'est Betty de Tiffany McDaniel chez les éditions Gallmeister. Donc, comment vous parler de cette histoire? On va suivre Betty, qui s'appelle Betty Carpenter, qui est à peu près... Elle est dans une famille où il y a beaucoup d'enfants, elle est à peu près au milieu, elle a deux grandes sœurs, deux petits frères je crois, un autre grand frère aussi, et elle a aussi un frère et une sœur qui sont morts assez jeunes. Voilà, donc elle vit avec ses parents, donc ils vivent dans l'Iowa, l'Ohio, dans la ville de Bradford, je sais pas comment on dit, bref. Sa mère est une pure états-unienne, on va dire, j'ai pas envie de dire américaine, et son père est cherokee, voilà, donc ce qui fait qu'elle elle est métisse, et c'est la plus typée cherokee de tous ses frères et sœurs, donc tout le monde l'appelle la petite indienne. Et du coup on va suivre la vie de cette famille sur plusieurs années. Voilà, on est avec Betty tout le temps, hein, si je ne me trompe pas. Oui, on est avec Betty en permanence, c'est à la première personne. Et voilà, on va suivre la vie de cette famille, les hauts, les bas, et voilà. Donc déjà avant de commencer, Betty est née dans les années 60, hein. Je ne sais plus en quelle année commence le roman, mais voilà, il faut savoir qu'on est dans les années 60. D'ailleurs oui voilà,
le roman est inspiré de l'histoire de la mère de Tiffany McDaniel. Voilà à quoi ressemblait sa mère quand elle était petite. Donc voici, je vais essayer de... J'espère que vous voyez bien. Voici la vraie Betty. Donc comme je le disais, Betty est née dans les années 60. C'est pas forcément une très bonne année pour être différent de... Enfin voilà, pour être noir, pour être amérindien ou pour être d'une quelconque autre origine, pardon. Alors, une des choses que j'ai adoré dans ce roman, c'est la relation de Betty et son père, qui s'appelle London, enfin Landon, voilà, London, mais j'ai pas envie de dire comme London, London. Bref, Landon, on va l'appeler. Donc qui est Cherokee et qui adore raconter à ses enfants des histoires Cherokee, voilà, et surtout à Betty, ils ont vraiment cette relation. Je sais pas si c'est parce que c'est elle... Freya, je suis désolée, je vais pas y arriver avec Freya, elle fait que des conneries, elle fait que de miauler. Déjà que c'est pas facile pour moi de vous en parler du mieux que je peux pour vous donner envie de le lire, alors que ça commence un peu à s'embrouiller dans ma tête, mais bon bref. Donc voilà, cette relation entre Betty et son papa, elle est vraiment magnifique. Comme je vous le disais dans le vlog, moi ça m'a particulièrement touchée parce que j'ai pas pu avoir trop ce genre de relation, ou alors peut-être quand j'étais toute petite, puisque mon papa est décédé quand j'étais assez jeune. Donc voilà, c'est vrai que ça me touche et ça me... J'ai une certaine vision de cette relation un peu particulière et voilà, je la trouve magnifique. Tous les personnages dans Betty sont très travaillés, très développés et ont tous des personnalités un petit peu complexes. On n'est pas avec des personnages tout blancs, tout noirs. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a des scènes qui sont très dures, on va pas se mentir. Il y avait une scène carrément, mon cerveau a fait un blackout. Il a décidé d'oublier cette scène puisque c'était il y a quelques semaines, je regardais le bilan de Séverine qui parlait d'une scène. Alors je vais je vais pas vous décrire la scène, mais je vais juste vous dire que ça inclut des animaux et que c'est une scène dure, voilà. Et quand elle en a parlé, je me suis dit mais de quoi elle parle? Et après d'un coup ça m'est revenu et je me suis souvenue de toute la scène et ouais, je crois que mon cerveau il s'était dit non, on oublie cette scène. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs scènes très dures. Après, autre point important dans ce roman, c'est donc on va parler de féminisme, on va parler de racisme aussi forcément, puisque Betty comment dire, est victime de beaucoup de racisme, surtout à l'école, des autres enfants et même de ses professeurs, je crois, je ne sais plus. Et Betty, elle est tellement mature, je sais pas comment vous dire, il y a des scènes, franchement, j'étais éblouie par ce qu'elle pouvait dire. À un moment, attendez, il faut que je retrouve... J'avais noté des citations. Donc, à un moment, en fait, elle est pré-ado, je crois, ou elle commence à être ado, je ne sais plus. Et elle se met du rouge à lèvres. Et son père la voit et il lui dit oh, tu as changé, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et elle va lui dire mais pourquoi c'est toujours moi la même Betty? Et puis il va lui dire que les femmes à partir du moment où elles se maquillent elles changent, bref je ne sais plus exactement. Et elle va lui dire mais voilà, ce qui est important c'est pas ce que j'ai sur les lèvres, c'est ce qui sort de mes lèvres. Et ça j'avais trouvé ça tellement bien dit, tellement... Ouais, c'est tellement vrai au final. Et voilà, et surtout il y a une autre scène aussi à l'école qui m'avait... Je crois qu'à part les scènes un petit peu dures et violentes, je pense que c'est la scène qui me restera le plus. Donc on a Betty qui... Les filles sont obligées de se mettre en jupe pour aller à l'école, les garçons sont en short. Et il faut que je retrouve d'ailleurs pour vous la lire exactement, parce que j'ai pas envie de rater cette citation. Et donc en fait, les filles n'ont pas le droit de mettre de short, mais Betty elle préfère être en short parce que une fois qu'elle est plus à l'école, elle va se balader dans la nature, enfin bref, c'est mieux d'être en short quoi du coup pour faire tout ça. Voilà, j'ai retrouvé. Et du coup un jour elle se dit j'en ai marre, je mets mon short, rien à faire. Et elle va se faire convoquer dans le bureau du directeur. Et je vais vous lire ce que lui dit le directeur. Non, cela dépend de toi. En tant que fille, tu as une grande responsabilité, Betty. Surtout maintenant que tu commences à avoir des hanches et des seins. Comment pouvons-nous, nous les hommes, garder Dieu dans notre cœur si vous autres, les jolies petites créatures, ne nous aidez pas en vous habillant de façon pudique?
Tu sais ce que signifie le mot pudique, Betty? Voilà, donc en fait, un petit peu avant, le proviseur, le directeur, bref, lui dit que les filles ne peuvent pas mettre de pantalon puisque ça moule la zone féminine. Voilà. Quand une femme est en pantalon, personne ne la voit elle, on ne voit que son entrejambe. Les femmes qui mettent un pantalon souhaitent cette attention. Elles la recherchent. Voilà, voilà. Un petit peu après, Betty lui dit qu'elle n'aime pas être en jupe et que les garçons soulèvent sa jupe. Donc c'est là qu'il lui dit que voilà, les filles doivent être pudiques. Et à la fin, Betty va lui dire « Je mets des robes et des jupes en coton. Elles ont des petites fleurs. Et vous ne me voyez pas baisser le pantalon des garçons dans tous les coins. Ça n'a rien à voir avec les vêtements. Ils soulèveraient ma jupe même si je m'habillais avec un sac de pommes de terre. C'est les garçons que vous devriez punir, pas moi. » Voilà, donc clairement oui, cette scène elle m'a particulièrement marquée, elle est tellement girl power quoi, enfin... Et ce qui est fou c'est que voilà, c'était dans les années 60 et qu'on est en 2020 et qu'on en est toujours au même point, voilà. Je trouve ça super triste, bref. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur Betty, en tout cas c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Et je sais que je suis désolée, j'en ai sûrement mal parlé, pas assez bien, mais... peut-être qu'il est un petit peu cher en grand format, mais le jour où il sort en totem, foncez parce que franchement c'est vraiment une histoire magnifique, très dure, très émouvante à certains moments. Et je ne peux que vous le conseiller. J'ai ensuite lu L'ombre de la menace de Rachel Caine chez Archie Poche. Et pareil, celui-là commence à être un petit peu hors de ma mémoire. Alors je me sens que ça avait été une bonne lecture, pas une super lecture, mais voilà, c'était bien moyen. En fait, du coup, dans cette histoire, on est avec Gina qui, un soir, rentre chez elle et elle voit la police partout. Il y a une voiture enfoncée dans son garage et elle va se faire arrêter par les flics et elle ne comprend pas. Et ils vont lui expliquer qu'il y a eu cet accident dans son garage et que du coup, dans le garage, ils ont retrouvé une femme pendue au plafond. Et au début, voilà, elle va être accusée au même niveau que son mari, hein, parce que bon, c'est son mari qui fait ça. Et on va la retrouver quelques années plus tard. Elle a été jugée innocente, hein, parce qu'elle était accusée de complicité dans tous les meurtres de son mari. Mari qui est en prison, qui est dans le couloir de la mort, je crois. Et voilà, qui a tué un certain nombre de femmes. Voilà, il les torturait dans son garage, je crois. Et après, il les jetait dans un lac avec du béton ou un truc pour les faire couler. Et donc on se retrouve quelques années plus tard, elle vit avec ses enfants et ils ont changé d'identité, ils changent régulièrement d'identité et de lieu de vie puisque ils se font harceler. Je sais pas si le mot est assez fort, harceler, mais voilà, ils reçoivent des menaces de mort de plein de gens quotidiennement. Voilà, clairement on est vraiment dans le harcèlement, surtout sur internet, dans ce roman, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc les gens essaient de trouver où est-ce qu'elle habite pour faire fuiter son adresse, son numéro de téléphone, s'en prendre à ses enfants. Ils font des montages avec des photos d'elle et de ses enfants. Enfin bref, d'un côté je me dis, est-ce que c'est à 100% réaliste? Je trouve que les gens quand même se font pas mal chier, hein, juste pour ça. Enfin, je suis sûre que oui, ça existe, mais je vois pas le but en fait. Voilà, même si tu penses qu'elle est coupable alors qu'elle a été innocentée, sachant voilà, elle a été innocentée, elle n'est pas coupable, mais les gens ils s'acharnent encore sur elle et sur ses enfants. Bref, au début du livre, elle vient d'emménager à Stillhouse Lake. Elle s'appelle maintenant Gwen Proctor. Sa fille s'appelle... Alors en entier c'est Atlanta, mais je sais plus c'est quoi le... Elle a un surnom. Bref, elle a ses enfants qui vont tous les deux à l'école, qui commencent un petit peu à être bien là où ils sont, parce que généralement ils restent pas longtemps à chaque fois là où ils vivent, et là voilà, ils commencent à avoir une vie assez bien. Même elle commence à se rapprocher de certaines personnes. Elle rencontre
ouais, un homme avec qui elle s'entend bien, qui vient l'aider à faire des travaux chez elle, bref. Jusqu'au jour où il va y avoir un cadavre repêché dans le lac. Bah, du coup ils habitent dans un genre de lotissement qui est autour d'un lac. C'était un ancien lotissement de riches, mais il n'y a plus de riches maintenant, ça a été un petit peu... Elle a eu sa maison aux enchères. Et voilà, c'est quand même un beau quartier où ils sont tous juste devant le lac. Et un cadavre va être repêché dans le lac. Cadavre d'une femme qui avait été attachée à quelque chose pour la faire tenir sous l'eau. Donc voilà, ça fait un petit peu écho à ce qu'a fait son mari. Et du coup, voilà, au début personne ne sait qui elle est, mais très vite ils vont retrouver qui elle est et ils vont, comment dire, se poser des questions. Est-ce qu'au final c'était pas elle qui faisait tous les meurtres? Voilà. Et voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé. Alors j'ai passé un bon moment avec ce roman, mais on est peut-être un chouïa dans le un peu trop à certains moments. Voilà, dans l'excès de rebondissements, de certaines situations qui sont pas forcément réalistes. Mais bon, j'ai pas trop fait attention à ça, c'est pas quelque chose qui me dérange en général. Mais voilà, je tenais quand même à le noter et à le dire. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Mais ce sera pas un roman qui restera gravé dans ma mémoire. Voilà, je commence déjà à l'oublier. Je l'ai trouvé assez cinématographique dans le sens où j'ai bien les scènes en tête quand j'y pense. Vous voyez, je me revois bien un peu comme si j'avais vu un film en fait. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et je me suis fait berner, voilà. À des moments, j'étais persuadée sur certains trucs et au final, non. Peut-être que je pourrais un petit peu ne pas trop aimer, c'est la fin que je trouve un petit peu trop américaine. Moi, quand j'appelle une fin américaine, c'est vraiment une fin où ça pète de partout, pan pan pan, baston, voilà. J'aime pas trop quand ça se passe comme ça sur la fin, mais bon. Et sachant qu'à la toute fin, on est avec un petit cliffhanger qui donne envie de lire la suite. La suite qui sort là au mois d'octobre, je vous en ai parlé dans ma vidéo sortie livresque. Donc j'attendrai qu'il sorte en poche. Mais voilà, et j'ai oublié de vous dire, c'était ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, très contente d'avoir lu celui-là enfin. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire. Peut-être que j'avais mis un petit peu trop d'attente aussi dessus. Mais ça reste quand même une lecture assez bonne. Voilà. J'ai ensuite lu La mémoire des vignes de Hanma chez Pocket. J'avais acheté ce livre pour sa couverture que je trouvais magnifique. Et ça a été un petit coup de cœur, voilà. Donc on se retrouve avec Kate qui est sommelière à San Francisco qui va passer un grand examen pour devenir Master of Wine. Alors je sais pas si c'est un vrai titre qui existe, sûrement. Voilà, donc c'est un espèce de concours organisé donc, aux États-Unis voilà, pour faire partie des meilleurs sommeliers du monde, peut-être, je sais pas. Et du coup, elle travaille dans un restaurant gastronomique qui ferme et son concours est dans plusieurs mois. Et c'est vrai qu'elle a un petit peu de mal avec les vins français. Et du coup, elle va retourner dans sa famille, puisque sa mère est française, ce que je vous avais pas dit. Elle retourne dans sa famille en Bourgogne, puisque sa famille possède un vignoble en Bourgogne. Et du coup, voilà, elle va demander à son cousin si elle peut venir rester quelques temps chez eux pour s'améliorer, pour s'entraîner pour son concours et s'améliorer. En échange, elle propose de participer aux vendanges. Du coup, voilà, elle va là-bas, chez son cousin qui a le genre de petit château où il y a le vignoble autour, bref. Il vit là-bas avec sa femme qui est américaine, qui s'appelle Heather, qui est appelée par tous les Français Bruyère, puisque son nom est bien compliqué à dire pour un Français, n'est-ce pas? Donc voilà, elle retrouve du coup Bruyère et Nico et leurs enfants. Et du coup, elle va les aider aux vendanges. Et très vite, Bruyère va lui demander de l'aider à déblayer ce qu'il y a dans la cave, puisqu'ils ont une cave immense remplie de tout un tas de souvenirs et de merde, hein, clairement. Plein de cartons, ils ne savent pas ce que c'est, et du coup, voilà, ils vont faire du tri. Et dans un carton, ils vont retrouver des photos de famille avec le nom d'une femme. Comment qu'elle s'appelle? Je crois que c'est Hélène, Marie-Hélène ou Hélène Marie, je ne sais plus. Hélène Marie Charpin, voilà.
Ah voilà, il retrouve un diplôme et puis une photo. Et ils se rendent compte qu'ils ne savent rien de cette femme alors qu'elle fait partie de leur famille. Elle a l'air d'être née dans les années 30 et quelques, voilà, et ce qu'il fait, ou peut-être 20 et quelques, peut-être plutôt, je ne sais plus. Bref, ce qui fait qu'en gros, en 1940, elle passait son bac, voilà. Bon, il retrouve son diplôme du bac de 1940. Et du coup, nous, en parallèle, on va suivre la vie de Hélène Marie dans les années 40. Donc c'est une jeune femme très douée en chimie qui veut rentrer dans une école, dans une grande école de Paris. Et son père est du coup vigneron en Bourgogne. Il est remarié à une femme puisque sa première femme est décédée. Et du coup Hélène Marie a 2 petits demi-frères. Voilà. Et du coup on va suivre un petit peu leur vie avec l'invasion des Allemands et la guerre et tout. Donc ça j'ai adoré. Et en même temps dans le présent on va suivre Kate donc, qui fait ses recherches du coup sur son passé familial. Qui doit gérer aussi comment dire, tout ce qui se passe dans le vignoble, son entraînement pour son concours. Elle va rencontrer un Américain qui est sur place, qui est spécialisé dans le vin aussi, avec qui elle va nouer une petite relation, et sachant qu'elle a aussi son ex qui est français et qui est aussi vigneron. Et voilà, tout ça va faire un beau petit mélange, une belle histoire. Il n'y a pas trop de romance, vous inquiétez pas, puisque moi je suis pas trop romance. Il y en a un petit peu, mais c'est léger. Ça m'a pas dérangé en tout cas. Et j'ai vraiment passé un super bon moment. Voilà, j'ai adoré suivre cette famille. J'ai adoré les parties dans le passé et aussi les parties dans le présent. Donc sachant que le présent ça se passe en 2015. Voilà, quasiment jusqu'à la fin je me disais je sais pas si ça va être un coup de cœur, et puis sur la fin je me suis pris une vague d'émotions, je me suis mise à pleurer et tout, et ouais je pense que quand même c'est un petit coup de cœur. J'ai appris quelques trucs sur le vin puisque moi je suis une quiche en vin, hein, je n'en bois pas, enfin chaque fois je dis je bois pas de vin mais en fait je bois un peu de vin blanc et un peu de rosé, donc si je bois du vin, mais voilà, j'ai bien aimé être dans cet univers que je ne connais pas du tout. Et j'ai passé un super bon moment et je vous le recommande. Et pour finir, donc La mémoire des vignes, c'était ma deuxième lecture du Pumpkin. Et j'ai ensuite fait ma 3e lecture du Pumpkin, qui est Purgatoire des Innocents de Karine Giebel chez Pocket. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire celui-là. Et je suis contente de l'avoir sorti. Alors c'est pas un coup de cœur, ça aurait pu, hein, c'est pas loin. Mais ce qui a fait que c'était pas un coup de cœur, c'est que ce livre était un petit peu trop éprouvant. Voilà, c'est la première fois que je ressens ça en lisant un livre. Il y a vraiment des scènes qui m'ont marquée et qui resteront longtemps dans ma mémoire. Waouh, ce livre était super dur, surtout dans sa deuxième partie. Deuxième partie que je peux pas trop vous expliquer parce que ça serait éminemment spoilant. Je vais vous parler tout d'abord un petit peu de l'histoire, hein, en tout cas du début. Donc on se retrouve avec 4 braqueurs, Raphaël et son petit frère William, Fred et Christelle qui sont en couple. Ils viennent de braquer une bijouterie Place Vendôme. Pas très réaliste, mais bon, bref, pas grave. Ils viennent de braquer une bijouterie Place Vendôme et ils s'enfuient, mais les policiers sont arrivés un petit peu avant qu'ils s'enfuient. Il y a eu un échange de coups de feu et William, le petit frère, est touché à la jambe, je crois. Il se vide pas mal de son sang et du coup, il s'enfuit en direction de la province. Après, je sais pas vous dire où exactement. Ils ont fait 300 km hors de Paris, donc je sais pas si c'est vers le nord ou vers le sud. Bref, je ne sais pas. Ils arrivent dans un petit village et se disent qu'ils vont aller voir un vétérinaire parce qu'ils peuvent pas aller chez le médecin, hein, parce que forcément il sera obligé de prévenir la police. Du coup ils arrivent dans un petit village et ils arrivent devant un cabinet vétérinaire qui est fermé puisque c'est la nuit, mais il y a un numéro en cas d'urgence. Ils vont appeler ce numéro et faire venir la vétérinaire qui s'appelle Sandra. Voilà, elle va arriver sur place, elle va un petit peu se faire braquer et elle va être forcée d'emmener tout ce petit monde chez elle. Donc elle vit dans une espèce de grande ferme avec un grand terrain. Et voilà, et là elle va se faire séquestrer chez elle par les braqueurs pour qu'elle soigne William,
Et voilà, ça va durer plusieurs jours. Et on va se rendre compte un petit peu que Sandra est un peu bizarre. Voilà, il y a quelque chose qui cloche vis-à-vis de Sandra. Elle va raconter au braqueur que son mari n'est pas là, qu'il va revenir dans quelques jours et qu'il est gendarme. Voilà. Et la deuxième partie du roman commence au moment à peu près où le mari revient. Voilà. Et je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous en dire plus. Et ce livre, waouh, bon déjà c'est du Karine Gével, j'adore ça avec elle, c'est que ça se lit tellement vite. J'adore les descriptions, tout ça, c'est les descriptions qui durent des pages et des pages, ça me dérange pas du tout. Mais des fois lire un livre qui est direct dans l'action, dans le dialogue, avec très peu de descriptions, ça fait du bien, ça nous donne un super rythme et on se sent pousser des ailes, on croit qu'on lit super vite alors que non, quoi, c'est juste qu'il y a pas mal de pages comme ça. Voilà, puisque les chapitres sont très courts aussi avec Karine Gével, mais ça fait plaisir et j'aime bien moi, voilà, avoir ce genre de type de lecture de temps en temps. Et voilà, j'ai passé un super moment, mais comme je vous l'ai dit, ouais, il y a vraiment quelques scènes qui étaient... Voilà, je peux pas vous dire, ce livre, si vous avez un petit peu, si vous êtes triggered par des situations, faites attention, voilà, il y a des scènes, il y a du viol, voilà déjà, mais il n'y a pas que du viol entre deux adultes, voilà. J'en dirai pas plus, mais voilà, s'il y a des choses si vous êtes assez touché par certaines choses, faites attention, parce que, ouais, il est bien, bien hard celui-là, je crois que, ouais, c'est le Karine Gével qui a été le plus éprouvant pour moi, voilà, mais ça reste quand même une très bonne lecture et j'ai envie de relire un autre Karine Gével, hein. J'ai hâte d'être au mois de novembre pour que son prochain sorte en poche, enfin celui qui est sorti l'année dernière quoi, en grand format qui sort en poche, et voilà. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture, je vais vous laisser, on se retrouve samedi pour une vidéo, je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais si vous avez vu une des dernières vidéos de Manon de Vibrations Littéraires, vous devriez savoir. Je vous laisse et du coup on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo.